Suis la fusée éclairante, suis la fusée éclairante, suis la fusée éclairante, la fusée abrutée. Oh bonsoir, soyez bienvenus dans la face cachée du cinéma. À cet instant précis, vous vous questionnez peut-être sur ce que vous venez tout juste de visionner. Eh bien, n'ayez pas d'inquiétude, je vais tâcher de tout vous expliquer. Bon, on se remet de cette scène digne d'une cinématique de PlayStation et on se lance. J'ai toujours été convaincu que le film Refrigerator de Nicholas Jacobs, qu'on a déjà traité dans une précédente vidéo que vous pouvez visionner ici, serait le film indétrônable de cette émission. Alors oui, j'ai longtemps cru et j'ai aussi longtemps espéré. Je pensais avoir atteint le summum de la nullité, voire même l'apogée de la médiocrité. Et bien, c'était avant de découvrir le film de cette nuit. Bon, ça faisait déjà quelques temps que je voyais ce film me faire de l'œil et j'ai longtemps hésité à m'en accaparer, puisqu'on m'avait déjà averti une quantité de fois sur la chose dont je m'apprêtais à faire ressurgir de l'oubli. Et malgré tous ces vains avertissements, eh bien, l'impensable s'est produit. Je ne m'étais pas préparé. Cette nuit-là, j'ai visionné L'Innommable. Cette nuit, je vous partage Despiser, un film de Philip Cook. Bon, commençons par le début. Philip Cook n'est pas à proprement parler un grand réalisateur, puisque son travail dans le cinéma est plutôt anecdotique. Et je vous le dis tout de suite, il m'a été assez difficile de me procurer des informations sur lui, tellement le personnage est assez discret. Alors je tâcherai de faire au mieux avec ce que j'ai. Il a tout d'abord commencé sa carrière comme directeur de la photographie dans une boîte d'animation. C'était une boîte particulièrement connue puisqu'elle produisait l'émission Pee-wee's Playhouse. Diffusée pendant 5 ans, cette émission était programmée sur la chaîne CBS tous les samedis matins pour les enfants. Elle était présentée par Pee Wee Herman, un grand personnage populaire et comique des États-Unis dans les années 80. Alors âgé de 24 ans, il écrit son premier long métrage de science-fiction pour la chaîne Sci-Fi. Il nous propose ainsi en 1987 un film mélangeant thriller et space opéra. C'est sa première grande expérience dans le cinéma. Bon, malgré tous les efforts de Philippe, eh bien, le film n'a pas eu une grosse notoriété auprès du public. Les acteurs n'étaient pas très convaincants, les effets spéciaux étaient assez limites et le budget n'était pas assez conséquent. Bon, certains cinéphiles lui ont tout de même trouvé quelques qualités après que le film soit passé à la trappe. Et après cette mésaventure, Philippe n'a pas lâché l'affaire et s'est aussitôt lancé dans l'écriture de son deuxième long métrage. Cette fois-ci, le film est acheté par 3 chaînes américaines, et pas n'importe lesquelles. La diffusion est prévue sur HBO, Showtime et Cinemax, qui sont entre autres les 2 chaînes télévisées du groupe Warner et leurs concurrents directs. Cependant, le projet ne trouve pas son investissement. À vrai dire, les sociétés sont plutôt frileuses depuis l'échec de son précédent film, et elles ne souhaitent pas investir plus que nécessaire dans un nouveau projet à risque. Philippe se décide alors à le produire lui-même. L'idée est de rassembler une somme assez conséquente pour lancer le tournage sans les effets spéciaux, et ensuite de trouver quelqu'un pour pouvoir produire la post-production. Et c'est ainsi que le tournage commence avec une équipe réduite, il n'était que 4 sans compter les comédiens. Philippe devient ainsi le réalisateur, le scénariste, le producteur, le superviseur des effets spéciaux et également le chef décorateur tout au long du projet. Et malgré de nombreux pépins pendant le tournage, le résultat obtenu arrive quand même à impressionner le co-dirigeant du groupe Canon, qui est une société spécialisée dans la réalisation de films d'action dans les années 80.
Bon, malgré toutes les bonnes intentions du monde, le film s'est quand même ramassé à sa sortie. Le film n'a pas su capter l'attention de son public et il passa directement aux oubliettes, ce qui est plutôt dommage lorsqu'on voit toute l'énergie qui a été consommée pour le réaliser. Philippe a appris quand même quelque chose au cours de cette première expérience. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas forcément besoin d'une grosse équipe pour monter un film, et qu'il n'avait pas forcément besoin d'une grosse somme pour pouvoir faire ce qu'il aime. Et c'est pour notre plus grand malheur qu'il continue dans cette même lancée en nous proposant en 2003 Despiser. Eh oui, te voilà mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort, oh t'es mort, t'es mort, oh oh ça fait mal espèce de raclure. Bon, venons-en au scénario du film. Alors qu'il subit une collision avec son véhicule, Gordon Hoge, un peintre au chômage, se réveille soudainement dans un monde chaotique où règne un mal absolu qui consomme toutes les âmes. Bloqué entre la vie et la mort, dans un genre de purgatoire en quelque sorte, Gordon rejoint un groupe de résistants pour combattre ce lieu maudit et trouver une solution qui le ramènerait chez lui. Là tout de suite, le scénario peut vous paraître sympathique. Ça ressemble à une histoire fantastique tout à fait classique, comme on en trouve facilement ailleurs. Mais j'ai cependant sauté quelques éléments clés du scénario. J'ai par exemple omis de vous dire que notre purgatoire est envahi par des Nazgûl bas budget qui déterrent des ogives nucléaires pour le compte d'un extraterrestre dont le seul but est de détruire la barrière qui sépare nos deux mondes. Et toutes ces chances résident dans la capture de Gordon, puisqu'il est aujourd'hui le seul homme à posséder la faculté inouïe de passer d'un plan vers un autre. En bref, quiconque qui possède ce don pourrait s'enfuir de cette prison. Les mauvaises intentions de cet extraterrestre sont certainement les plus mal écrites que l'on puisse imaginer. Et comme si ça ne lui suffisait pas, il souhaite attraper Gordon vivant. Et c'est dans cette raison qu'il lui envoie inlassablement pas mal de types armés de Kalachnikov. Bon, je passe tout de même toutes les autres bizarreries du film, comme le fait que Gordon puisse reconnaître toutes les caractéristiques des ogives nucléaires, comme ça à l'œil nu, ou que tous les véhicules produisent le même son d'accélération. D'ailleurs, les gros fanatiques de Mad Max 2 tels que moi reconnaîtront ce bruit aisément. Alors, t'as réfléchi? Alors, soyons francs, le film est une vraie catastrophe sur tous les points. Je sais que le projet est parti avec toutes les bonnes intentions du monde, mais son manque de budget est vraiment flagrant, et le résultat obtenu en est même très déconcertant. Bon, je reconnais que pas mal de films sont partis de presque rien et sont aujourd'hui devenus presque cultes. C'est le cas pour des films de Peter Jackson ou encore de Sam Raimi. Mais Despiser nous montre également que cette méthode ne porte pas toujours ses fruits. Il est clair qu'il n'est pas toujours astucieux de réaliser un long métrage avec un effectif très réduit, et encore moins avec un maigre investissement, surtout pour produire un projet qui nécessite beaucoup de CGI pour paraître un tantinet réaliste. Bon, ça nous prouve également que l'on peut faire ce que l'on veut tant qu'on prend l'initiative de le faire. Et bien que Philip Cook soit super fier du travail accompli jusqu'à aujourd'hui, son film sera quand même catalogué comme une grosse abomination, et ce jusqu'à la fin des temps. Bien, ce sera tout pour cette nuit, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ma part, je vous retrouverai dans un prochain épisode de la chaîne. Et sur ce, je vous laisse le mot de la fin à cet antagoniste. Aux grands mots, les grands remèdes. Changeons de corps, mon vieux. Est-ce que ça fait du bien?